Bonjour Loïc Penn. Bonjour. Alors, vous êtes médecin urgentiste à Creil, dans l'Oise, on le rappelle, et responsable départemental de la CGT. Vous sortez de 24 heures de garde au SMUR. Comment ça s'est passé cette nuit? Comment ça se passe en ce moment à l'hôpital? Ben, ça se passe. J'ai regardé ma tête, je l'avoue, c'est pas terrible. Ça du coup, voilà, l'activité repart. Pas avec le Covid. Cette nuit, j'ai pas eu d'appel pour des patients Covid plus suspicion de Covid. Par contre, alors c'est une bonne nouvelle que ça repart en fait, hein, c'est que les gens reconsultent. Pour des, alors, pas que moi, mais pour des équipes qui sont fatiguées, parce qu'on vient de vivre quand même avec des périodes de travail très importantes, c'est vrai que redémarrer là, faut vraiment se redonner un deuxième élan. Donc voilà, il y a de nouveau, on retrouve de nouveau des pathologies qu'on voit aux urgences, alors, ça, avec une inquiétude, hein, c'est que souvent on les voit tard. Il y a des pathologies très aiguës en SMUR, mais il y a des gens qui ont quand même attendu pour se soigner. Il est temps qu'ils viennent consulter, quoi. Alors, on est à 2 jours du déconfinement maintenant. Peut-on dire que la crise sanitaire est derrière nous? Oui, et la marmotte, elle met le chocolat en paquet d'alu. Non, non, elle n'est pas du tout derrière nous, la crise sanitaire, malheureusement. Hein. Faut faire attention. Tout le monde est content de se déconfiner, c'est bien normal. Alors après, on parlera des conditions de ce déconfinement qui sont, elles, plutôt anormales, à mon sens. Mais tout le monde est content de pouvoir ressortir. Attention, quoi. On n'est quand même pas du tout dans une situation réglée. Il faut porter des masques, il faut faire des tests, il faut se faire dépister, et puis faut garder des gestes barrières extrêmement forts. On n'est pas à l'abri. Là, je voyais qu'en Allemagne, qui a déconfiné un peu avant nous. Il y a 2 Länder qui reconfinent quand même, hein, parce qu'ils voient le nombre de contaminations augmenter. Là, il va y avoir une tendance aux réunions de famille, à fêter le Ramadan aussi, se rassembler parce que ça a été compliqué. Faut garder en fait cette logique qu'on a appliquée jusque-là. Alors, je ne sais pas qu'il ne faut pas se voir, mais faut quand même pas se rassembler de façon massive avec toute la famille, avec les gens plus âgés qu'on peut contaminer. Faut faire attention à nos anciens, on veut les voir, hein, c'est normal, mais faut quand même continuer à faire attention. Et puis il faut garder ces gestes barrières, pas d'embrassade, se laver les mains, pas se serrer les mains, et enfin garder les distances de sécurité physique en quelque sorte. Là, c'est 1 mètre 50. Enfin voilà, il y a tout ça à conserver. On n'est pas sorti des ronces quand même, hein. Évidemment, ce confinement a permis de diminuer la circulation du virus, donc on aura moins de contamination tout de suite. Là, en sortant, le virus circule moins. Il ne faudrait pas que dans les 2 à 3 semaines, ça reparte fortement. Alors, on ne sait pas, hein, ce qui va se passer, parce que moi, j'ai vu des gens qui faisaient des pronostics. Ils sont forts, quoi. Enfin, honnêtement, personne ne sait. On ne sait pas si on va avoir la chance d'avoir un virus un peu saisonnier, une épidémie qui va diminuer. Ce serait évidemment le meilleur scénario, mais personne ne peut se targuer d'être sûr de ce scénario ou affirmer que ça va se passer comme ça. On ne sait pas du tout. On ne sait vraiment pas. Euh, et puis, ça pourrait être aussi voilà, un vrai relâchement parce qu'on en a tous envie. Et puis, il y a eu des scénarios décrits à 85, 100 000, 200 000, enfin que sais-je, un nombre de morts impressionnant. Là non plus, on n'en sait pas grand-chose, hein, mais le risque existe. Et donc, il faut, en termes de santé, garder ça en tête, quoi. Il y a un risque. Alors, il y a Jean-Michel Roche qui fait un commentaire tout de suite qui nous informe d'un nouveau cluster en Dordogne, pourtant zone verte, suite à un enterrement. Donc ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à l'abri d'un redémarrage de l'épidémie. Bien sûr qu'on n'est pas à l'abri. Enfin, j'ai l'air un peu gourdin parce que tout le monde se dit on déconfine dans 2 jours, c'est super. Et moi, je vais un peu doucher tout ça là sur le truc. Mais forcément, il faut quand même, enfin, faut regarder les choses en face. Euh, on a tous envie de se dire que c'est fini. Vraiment, moi le premier. Hein, ras-le-bol de ce truc-là. Sauf que voilà, on peut en avoir tous les ras-le-bol qu'on veut, ça va pas changer la situation réelle. Il faut regarder les choses bien en face. On a toujours un virus circulant. Les hôpitaux ne sont pas en meilleur état qu'au début de l'épidémie. Enfin, même si on a mis des choses en place, tout ce qu'on a mis en place est malheureusement un peu compensé par la fatigue des équipes et le ras-le-bol aussi au sein de l'hôpital. Donc l'hôpital aurait vraiment du mal à assumer une deuxième vague, hein, vraiment. Hein. Oui, Donc il faut garder cette prudence. vous sentez les soignants inquiets d'une seconde vague? Bah oui, parce qu'on se dit ça va pas être possible, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça.
quand même tout le monde est vraiment rincé. Et puis on a assez quoi, de cette situation. Et puis on n'a pas eu un changement profond à l'hôpital. Moi, j'ai regardé une vidéo du professeur Agnès Hartmann, qui est neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Enfin, sa vidéo, elle est glaçante, très sincèrement. Elle nous dit que après nous avoir encensé, après avoir eu une autre stratégie de travail entre les administrations et les soignants, puisque on a dit aux soignants, allez-y, organisez, accueillez, et on avait retrouvé en effet cette sensation qu'il y avait un vrai travail commun. Elle le décrit très bien sur son hôpital, c'est la Pitié-Salpêtrière. Elle nous dit voilà, là on déconfine, il y a moins de cas de Covid, les services Covid ont fermé, ont repris leur activité habituelle, ce qui est un bien, oui, voilà, c'est très bien. Mais on voit revenir, disait-elle, les directions avec leur tableau Excel, leur compte d'activité sur les mois de mars et avril. Mars et avril, quoi. Ils viennent nous dire vous avez une activité insuffisante en mars et avril. Parce qu'en effet, ils sont toujours sur des logiques très comptables, de T2A, des choses. Évidemment, en mars et avril, on faisait autre chose. C'était des patients peut-être non rentables, c'est ça le problème. Mais on est encore sur des logiques qui ne sont pas des logiques de santé publique, qui sont des logiques financières, et on les voit revenir. On a l'impression que ça y est, l'ancien monde néolibéral, sarkozo-hollando-macroniste nous revient dans la figure et qu'on va recommencer les mêmes bêtises. On se l'est dit, les gens ont applaudi, les soignants, ça faisait chaud au cœur, mais là, il n'y a pas que ça à faire, quoi. On a parlé du monde d'après, on a parlé de plein de choses. Il faut, là, une réflexion collective pour redonner des moyens à l'hôpital, réinvestir par l'État, par la sécurité sociale, augmenter les cotisations, augmenter la démocratie à l'hôpital, cesser de le gérer comme de façon technocratique. Enfin voilà, il y a tout. Je l'ai dit sur plusieurs lives, mais c'est vrai que on le dit, il y avait un enthousiasme, et puis là, on voit finalement les vieilles logiques revenir en force, celles qu'on flingué l'hôpital public quand même depuis plus de 20 ans. Je rappelais, différents gouvernements ont fermé 100 000 lits, 20% de nos capacités d'hospitalisation. Il faut qu'on rouvre des lits, il faut qu'on réembauche du personnel à l'hôpital. Et là, si on commence à nous rejouer la rentabilité financière, on n'est pas sorti du tout de ces logiques qui nous ont détruits. Alors, on a un message de Sacha qui nous dit « Incroyable, ils ne tirent aucune leçon, ils sont déjà à la rentabilité ». Et Mireille qui témoigne, qui dit « Ma fille infirmière craint plus l'après-confinement, Chambéry n'ayant pas été trop touchée ». Ça augure mal des semaines qui viennent, tout ça. Après avoir fait du négativisme depuis qu'on a commencé ce live, mais c'est parce que je suis fatigué aussi, donc je suis pas négatif. Je vais faire un peu de positif, parce qu'il y a quand même des choses fortes qui se sont passées durant cette période. Il y a des gens qui ont commencé à... Déjà, même si ça faisait 1 an qu'on était en bataille à l'hôpital et qu'on disait les mêmes choses, on n'était pas très audible finalement. Les gens nous voyaient dans la rue, mais les revendications, les problématiques qu'on posait n'étaient pas très audibles. Elles le sont devenues là. Et donc moi je le prends toujours comme un point d'appui pour la suite, parce que il y a aussi beaucoup de gens, comme ceux qui réagissent sur le live, qui se sont rendus compte que cette politique-là libérale à l'hôpital, de l'hôpital-entreprise, n'était plus admissible. Et même si pour l'instant ça va rester compliqué, le rapport de force qu'on va devoir mener avec ce gouvernement qui reste dans des logiques de rentabilité, parce que voilà, on ne va pas manifester tout de suite, la démocratie va avoir du mal à reprendre ses droits. On est toujours en situation d'état d'urgence sanitaire qui restreint finalement cette capacité démocratique. Ça va quand même revenir. Moi, j'en suis persuadé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit des choses, qui ont applaudi au balcon, mais qui ont aussi des pancartes pour l'hôpital, qui ont commencé à discuter entre eux par Skype, par les réseaux sociaux, pour voir ce qu'on pouvait faire, comment on se mobilisait. Moi, j'ai vu plein de choses là-dessus, et je ne désespère pas du tout de cette capacité, finalement, à élaborer une autre proposition pour les services publics dans leur globalité, dans les mois qui vont venir. Donc oui, il va y avoir un moment dur. Alors, un moment dur, d'abord, c'est l'épidémie. C'est vraiment la situation sanitaire, et c'est ça qu'il va falloir
vraiment surveiller, parce que pas question de laisser repartir ça à la hausse, quoi. Ce serait vraiment... Il y a un vrai risque, quoi. Il faut encore se le dire. Derrière, après, c'est plus qu'un virus, c'est vraiment notre société et sa façon de fonctionner qu'il va falloir soigner. Et là, je pense que ce confinement a quand même eu une vertu, si devait en avoir une, au-delà de toutes les contraintes qu'il a amenées, c'est de permettre à des gens de lancer un regard nouveau sur les premiers de corvée qui étaient méprisés jusque-là, qui avaient fait l'essentiel des bataillons des Gilets jaunes, de regarder les services publics qui étaient décriés, c'était inefficace, pas rentable, pas moderne, pas Startup Nation. Finalement, c'est ça qui fait tenir une société quand il y a une difficulté, c'est ça qui permet aussi de subvenir aux premiers besoins d'une société, et voilà, il y a à les reconstruire tout à fait différemment. Alors, selon vous, quelles sont les conditions du déconfinement en termes de masques, en termes de tests? L'Humanité, le journal L'Humanité a lancé une pétition pour la gratuité des masques. On le sait, aujourd'hui, les masques sont mis à prix jusqu'à 10 fois leur coût réel. Quelles sont, pour vous, les conditions d'une réussite du déconfinement? Plus que 10 fois leur coût réel. 7 centimes à 95 centimes, voilà, ils ne se bougent pas du coude quand même. C'est de la spéculation sur une crise sanitaire. C'est tenter de faire du profit sur la misère des gens. Là, on est sur quelque chose d'inadmissible. Moi, j'ai vu, j'ai signé la pétition de l'Humanité, bien évidemment. J'ai vu aussi l'intervention du sénateur Fabien Gay au Sénat, qui était une clarté sur 7 centimes à 95 centimes. Si on est en guerre, c'est qu'il y a des profiteurs de guerre. C'est un peu dur de le dire comme ça, mais voilà, c'est ça la réalité. Les masques, c'est un outil de protection. Tout le monde l'a dit, tout le monde, non, l'Académie de médecine, tous les milieux médico-scientifiques, l'Académie de médecine, l'INSERM, tout le monde a dit qu'il fallait en porter, que tout le monde devait être masqué dans l'espace public. Le gouvernement, pour l'instant, ne l'a pas dit. Évidemment, s'il le dit, ça implique aussi, oui, c'est un vrai moyen de protection, rendre-le gratuit. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut le rendre gratuit, il faut le faire rembourser par la sécurité sociale. C'est un outil qui va nous permettre de combattre un virus. Est-ce que les antibiotiques ou les traitements antiviraux, on ne les rembourse pas? Là, ça nous coûtera beaucoup moins cher, ce sera de la prévention, les gens ne seront pas malades. C'est extrêmement rentable sur le plan sanitaire. Il faut absolument que tout le monde ait des masques et qu'ils soient gratuits. Il n'y a pas d'autre formule. Permettre là... moi, je veux bien que la grande distribution soit plus efficace que l'État dans sa capacité à récupérer les masques. C'est d'ailleurs extrêmement inquiétant sur l'état de déliquescence des services de l'État. Mais là, s'il y a... on avait discuté la dernière fois de ce scandale potentiel de masques stockés. Moi, j'en sais rien s'ils ont été stockés avant, après, pendant. L'histoire le dira, et je pense qu'il y a des gens qui sont en train de s'y intéresser fortement. Parce qu'en effet, s'ils ont été stockés alors qu'on était en pénurie, c'est très grave, mais je ne le sais pas. Par contre, maintenant on sait tous, c'est qu'il y a au moins 400 millions de masques qui sont disponibles à la vente. Voilà. Très bien. On a un État en France, il réquisitionne les masques et puis il en fait une distribution gratuite. C'est pas compliqué. On a le pouvoir de le faire. Et c'est une urgence sanitaire. Je pense que c'est toujours mauvais l'état d'urgence. C'est dangereux pour la capacité collective à gérer les choses, mais on est en état d'urgence sanitaire, donc ils ont tout pouvoir de réquisitionner ces masques et qu'ils le fassent. Je veux dire, c'est pas normal. Moi, je vois des quartiers populaires dans le bassin de vie où j'habite, où les gens sont inquiets parce qu'ils ne pourront pas acheter des masques. C'est aussi simple que ça. 30 balles par personne, par mois, une famille de 5, des gens qui sont sur un seul salaire et un petit salaire, c'est pas possible. Et puis, avec du chômage partiel, qui ont perdu des pourcentages de leurs revenus, là, on est sur un état d'urgence sanitaire. Il ne faut pas qu'on laisse le marché gérer ça. De toute façon, depuis le début, on est nombreux à le dire, le marché ne sait pas gérer une crise sanitaire. Il faut de la puissance publique. Voilà, il ne faut pas raisonner sur l'individualisme et le libéralisme économique. C'est un échec. Regardez les États-Unis, la catastrophe intégrale. Il faut absolument que l'État retrouve un rôle stratège. Mais là, on est sur un affrontement idéologique avec ce gouvernement qui, en effet, renvoie tout à la responsabilité individuelle et au libéralisme. Mettez vos enfants à l'école si vous voulez, portez un masque si vous voulez, faites des tests si vous le sentez. Non, il faut une stratégie globale, il faut une démarche en effet sanitaire et il faut la discuter avec l'ensemble des forces politiques, syndicales, associatives de ce pays. Il ne faut
faut pas recommencer la bêtise là où on annonce une date de déconfinement le 11 mai, tout seul, Macron à la télé, bien sûr. Et puis après, comment on fait ? C'est pas ça, un État stratège. On voit quelles conditions sont nécessaires à un déconfinement, et puis après, en fonction de la réalisation de ces conditions, on met une date. Enfin, c'est quand même pas bien sorcier. Dans un pays comme la France, qui a été un pays magnifiquement administré pendant des années, aujourd'hui, on a l'impression que tout est parti à volo, mais on sait faire ça. Et là, on ne le fait pas. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Alors, sur la question des masques, donc on l'a bien compris, on invite tout le monde d'ailleurs à signer la pétition de l'Humanité sur humanité.fr et à la faire circuler, faites-la circuler, qu'un maximum de personnes puissent s'en saisir et demander au gouvernement la gratuité des masques. Sur la question des tests, selon vous, que faudrait-il faire aujourd'hui ? Là encore, il y a un accord très large de la communauté médicale et scientifique sur le fait qu'il faut tester le plus possible. Ne relançons pas des clusters dans les entreprises en n'ayant pas testé les salariés avant qu'ils reprennent le travail. Ne lançons pas des clusters dans les écoles. Moi, franchement, je continue à penser que c'est une folie de réouvrir les écoles pour un temps effectif de classe qui sera de 6 à 10 jours par enfant jusqu'aux grandes vacances, dans un bordel innommable et des injonctions sanitaires inapplicables. Je vois pas l'intérêt de la chose. Enfin, si, j'avais dit que le seul intérêt que je voyais, la seule chose que je comprenais, c'est qu'on voulait remettre les parents au travail, mais je vois pas, en fait, sur le plan sanitaire, il n'y a pas de logique. Et on a beau me dire que les enfants sont moins contaminants d'après l'étude de Pasteur, moins, ça veut pas dire pas contaminants. Et je vois pas pourquoi on va aller se poser de nouveaux problèmes avec des gens qui vont se croiser comme ça, alors que l'enjeu, il est de 6 à 10 jours de classe. Et sur les plus petits en plus, à la limite les plus grands, ils appliqueront les gestes barrières, les plus petits, mais enfin, on n'arrive déjà pas à les mettre en rang et à se faire tenir la main, enfin, c'est déjà une grosse galère. Je cite ma fille qui travaillait avec des petits-enfants à une époque, mais voilà, comment on va réussir à ce que y ait des gestes barrières. Enfin, des enfants de maternelle ou de début de primaire, ils se battent dessus tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste la réalité, il faut aller faire un tour. Oui, leurs enfants ont vraiment beaucoup vieilli aux gens qui ont pris cette décision, ils s'en rappellent plus, enfin, c'est un peu sidérant. Donc voilà, c'est tout ça à mettre en place, donc les tests, il va falloir les faire massivement, sauf que là, je te donne un exemple de comment ça marche en pratique. On nous dit on va être capable de faire 700 000 tests. Alors, j'avais dit la dernière fois, on a le professeur Philippe Proguel à Lille qui nous a dit c'est pas vrai, il monte. On n'a pas les moyens de faire 700 000 tests. C'est quelqu'un qui est très investi dans le test. Il disait d'ailleurs que l'hôpital de Lille communiquait sur près de 3000 tests et qu'il n'y en avait que quelques centaines de réalisés. Donc voilà. Là, j'étais sur un hôpital où je travaille où on faisait 50 tests par jour. J'étais sur le circuit de dépistage d'ailleurs. L'ARS nous donne injonction à faire 300 tests par jour. Voilà. D'une injonction. Faites 300 tests. Et ils nous disent aussi allez tester les commissariats de police, les casernes de gendarmerie, les casernes de pompiers, voilà, tester tout, à les tester en déporté, c'est-à-dire envoyer une équipe qui va aller écouvillonner les nez de tous ces fonctionnaires pour voir où ils en sont. On n'a pas le personnel. Enfin, dans les hôpitaux, on a galéré à mettre en place des circuits Covid, des circuits de dépistage. Moi, là, quand j'y étais, il y avait une infirmière, un médecin, une secrétaire. Et là, si on veut passer à 300 tests, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve tout à coup 6 infirmières, je ne sais combien de secrétaires, 2 médecins ou 3. Enfin, les médecins peut-être moins, parce que là, c'est un circuit qui servait aussi à prendre de l'information médicale, à faire de l'examen. Là, ce serait vraiment des tests. Mais au moins, les infirmières, là, on les a pas. On les a pas. Ça fait des années qu'on est, et on dit, en déficit de personnel sur les hôpitaux publics. Il a fallu tout réorganiser pour créer des circuits. Et là, il va falloir que tout à coup, on sorte du chapeau des personnels qui n'existent pas. Moi, je pensais que les brigades, c'était ça. Donc, quand ils ont parlé de brigades, je me suis dit, on va former des gens à aller faire de l'écouvillonnage, en délocalisé, quelques petites équipes. C'est une formation qui est assez rapide. Donc, ça ne demande pas des compétences d'infirmière. C'est juste des compétences pour prélever. Et donc, on peut former rapidement et permettre qu'on aille tester les EHPAD. Là aussi, les EHPAD, pour les tester, bonjour, il faut tester toutes les EHPAD, il faut envoyer quelqu'un surtout. C'est compliqué. Il ne suffit pas de le dire, ça s'organise. C'est ça on a en fait le sentiment que c'est à l'hôpital comme à l'école. C'est-à-dire qu'on nous donne des injonctions irréalistes, inapplicables. Ça fait vachement bien aux 20 heures, mais sur le terrain, c'est débrouillez-vous, quoi. C'est pas ça, administrer un pays. Enfin, vraiment.
C'est penser que, y a qu'à dire, c'est de la pensée magique, quoi. C'est de la pensée magique. Et là, on ne donne ni les moyens ni l'organisation pour le faire. Et moi, je ne sais pas comment on va faire pour monter en puissance. Ça va être, avec des équipes qui sont, je le disais, fatiguées. On devait injonction à faire des tests. Et pour, en fait, le matériel, c'est-à-dire les écouvillons, les réactifs, les machines, on n'est pas sûr. Enfin, je reprends les propos de Philippe Royer. Lui, il pense que, et il est quand même beaucoup plus investi que moi sur le système de test, qu'on ne va pas pouvoir le faire. Les robots ne sont pas complètement installés, les réactifs, on ne sait pas trop. Quand on a posé la question, on nous a dit les CHU vous approvisionneront. Enfin, les CHU, ils sont un peu mieux que les hôpitaux généraux, mais enfin, ils sont quand même en grande difficulté, eux aussi. Eux aussi, ils manquent de personnel, eux aussi, ils manquent de matériel. Moi, je ne sais pas comment ces missions, ils vont pouvoir les assumer. Donc le bilan pour le moment que vous tirez, c'est que malgré toutes les promesses ministérielles et présidentielles, les moyens ne sont pas réunis pour faire face correctement au déconfinement. Je pense qu'ils n'ont pas mis, en effet, déjà ils ont mis la charrue avant les bœufs, mais ça c'est... Enfin, moi, si je tire un bilan quand même de cette période, c'est que cette logique-là présidentialiste de la Ve République, où c'est un gars au sommet qui décide de tout, faut vraiment arrêter avec ça. C'est une catastrophe, en fait. Il faut s'appuyer vraiment sur le collectif, l'intelligence collective, les forces sociales dans le pays. Là, vraiment, on a l'impression du roi qui dit, voilà, j'ai une parole magique et je vous dis comment faire les choses. On est en train de courir comme des poulets sans tête là partout pour essayer de malgré tout mettre les choses en place. Les services publics s'y emploient comme ils ont fait là sur toute cette période et on essaie de trouver des solutions. Mais ce serait tellement plus simple si on y réfléchissait collectivement avant, qu'on mettait les prérequis et que finalement ensemble on décidait du moment où on sera tous prêts, nickel. Là c'est des injonctions sans moyens, sans capacité à régler complètement toutes les problématiques qui sont posées. C'est pour ça que j'insiste lourdement, comme je le faisais au début, sur la nécessité de conserver vraiment tous les gestes barrières, parce que sur le plan sanitaire, on n'est pas encore à une efficacité optimum. Alors j'espère que on arrivera à monter encore en gamme, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un peu livré à nous-mêmes, quoi. Alors, on a des questions très concrètes qui nous arrivent, beaucoup de commentaires. Merci d'ailleurs à tout le monde de suivre ce live. N'hésitez pas à le partager et à poser vos questions. Jean-Luc nous demande très concrètement si les écouvillons ne sont pas à la norme, par exemple s'ils sont trop rigides. Quels seraient les risques encourus par les patients au niveau des fosses nasales ? Non, il n'y a pas de risque. En fait, c'est pour ça qu'on est formé à faire des prélèvements, que les infirmières pour l'instant le font, mais qu'on pourrait former des gens à le faire. Voilà, on ne va pas aller enfoncer les l'écouvillon dans la fosse nasale. Ça se met doucement et ça se tourne. Et à la résistance, on trouve un autre chemin où on freine. On fait déjà ça tous les jours, avec d'autres écouvillons, avec des sondes nasogastriques. Non, on n'est pas sur un risque, sauf à vouloir se faire soi-même son propre écouvillonnage sans jamais avoir quelque chose dans un nez. Bon, voilà, je propose que ce soit quand même des gens formés qui le fassent, c'est plus simple. Alors Isabelle nous demande pourquoi 1 mètre en France de distanciation et 2 mètres ailleurs. Ouais, bon, ça va être un débat. On a même dit 3 mètres. Il y a des modèles qui ont été esquissés sur la diffusion de ce virus, où on a même prouvé que parfois dans toute une pièce, il y avait de l'aérosol contenant du virus. Contenant potentiellement du virus, parce qu'on n'est même pas complètement sûr de ça. Évidemment, si on raisonne que sur les aérosols, on va nous mettre 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Il a été constaté quand même que si on gardait des distances assez raisonnables, j'ai dit 1 mètre, 1 mètre 50, parce que voilà, on ne peut pas être très précis, on limitait. Il n'y aura jamais de sécurité absolue. La sécurité absolue, c'est le confinement. On sort plus de chez soi, et voilà. Donc il n'y aura jamais de sécurité absolue. Mais mettre une distance où les grosses gouttelettes, c'est ça le mètre en fait, les grosses gouttelettes ne vont pas jusqu'à l'autre. L'aérosol persiste. Et où on a des masques, là on est quand même quasiment à l'équivalent d'un confinement. C'est-à-dire qu'on bloque les grosses gouttelettes d'un côté, de l'autre, la sortie et la réception, et on est suffisamment loin pour qu'elles retombent au sol.
Donc voilà, c'est ça la logique qui a été portée par ce maître. Est-ce qu'elle est tout à fait exacte, tout à fait parfaite? Certainement pas. Certainement pas. Mais c'est sur ces logiques-là qu'on a raisonné, sachant que pour avoir le virus, alors on peut être contaminé pardon, par un virus, mais c'est quand même en général des bols de virus qui sont dans des gouttelettes qui contaminent. Donc quand on n'a pas ces grosses gouttelettes, on réduit le risque de façon importante, très importante. Après, on ne sera jamais, si dans quelques années, peut-être qu'on saura tout sur ce virus, mais je le rappelle à chaque fois, on n'aura pas les réponses à tout là au déconfinement. Personne ne les a parce que c'est un virus qui est arrivé en décembre et qu'on continue à travailler dessus. La recherche a fait déjà beaucoup parce que c'est allé très très vite quand même ces équipes qui se sont mobilisées, mais normalement la recherche c'est plutôt du temps long. Sauf que le temps long on l'a pas eu. Un, parce que le virus ce coronavirus est arrivé récemment. Deux, parce qu'on avait arrêté les recherches sur les coronavirus en général, parce qu'on avait coupé les crédits de recherche. Voilà, c'est là aussi, c'est des choses pas directement rentables tout de suite, et ben on le fait pas. C'est des logiques néolibérales qui sont catastrophiques, ça. Alors on a Augusta qui nous dit le ministre de la Santé affirme que la loi peut déroger au secret médical même sans le consentement de l'intéressé. Qu'en pensez-vous? Que pouvons-nous faire pour nous défendre? Alors, moi je pense qu'on peut en effet tracer des gens qui ont le virus, parce que la santé publique, ça prime sur la protection individuelle. Il faut faire attention. On ne peut pas non plus dire, au nom de la protection individuelle, ça a été exactement le débat très compliqué qu'on a eu avec le VIH. Qui est toujours pas tranché. Bon, le VIH était très stigmatisant à l'époque. Moi, je me rappelle, les gens qui avaient le VIH, c'était considéré comme des gens de mauvaise vie, quoi. Enfin, il y avait tout un aspect moral à l'époque où on a vu ce virus qui est arrivé. Là, on n'a pas ce problème avec le coronavirus. Voilà. Et puis, on l'a beaucoup moins, Dieu merci, même si je suis pas croyant, avec le VIH, les choses quand même sont revenues sur un problème de santé et pas un problème de jugement moral. Enfin, il y en a encore, mais c'est limité. Là, on n'a pas ce problème. Et je pense qu'il faut être capable quand même de trouver les patients et les sujets contacts. Mais au-delà de cette déclaration un petit peu générale, je ne suis quand même pas très d'accord avec ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que cette logique qui consiste à remplir un fichier là, avec les déclarations pour les cas contacts. La première chose quand même, et je reviens à cette logique collective, c'est de mettre le patient dans la boucle. Parce que nous, quand on a un cas de tuberculose et qu'on veut trouver tous les cas contacts, on n'a pas de fichier, là, simplement, on dit au patient, mais qui vous avez rencontré, votre famille, donnez-nous les numéros, appelez-les vous-même, on travaille ensemble. C'est aussi simple que ça. La logique, c'est une logique de trouver tous les gens pour vérifier qu'ils vont bien, les traiter si besoin, faire attention aux enfants de la famille. Enfin, voilà, là, on est en train d'introduire un truc de pistage un peu autoritaire, alors que le travail du médecin, il est commun avec le patient. On joue dans le même cours, sinon, enfin, à quoi ça servirait? Donc, moi, je pense qu'il y avait beaucoup plus cette logique-là à développer. Après, quoi qu'il arrive, il va falloir quand même réussir à casser les chaînes de contamination elles vont se reproduire, parce qu'elles se reproduiront à des endroits, c'est qu'il y a un endroit là, sur un enterrement, mais il y aura d'autres endroits. Et il faut absolument qu'on soit capable d'empêcher que ça recommence de façon exponentielle, parce que ben voilà, c'est un virus qui est dangereux, on l'a dit, on l'a répété, même si sa létalité semble aller vers les 0,5%, s'il y a des millions de personnes contaminées, ça va faire des centaines de milliers de morts, quoi, enfin des dizaines de milliers de morts. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faut qu'on soit capable de faire ça. Après, j'entends, moi, l'inquiétude de la personne qui a posé la question, parce que si là, il faut être très, très pragmatique dans la gestion du virus des chaînes de contamination, on sait très bien que les données de santé, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et qu'on a aujourd'hui des grandes sociétés qui lorgnent dessus. On a parlé, bien sûr, de Google, d'Apple, mais voilà, derrière, il y a récupérer ces données, pouvoir profiler quelqu'un, pouvoir le profiler sur un plan assurantiel, sur un risque pour une entreprise qui l'embaucherait. Enfin, il y a des grands dangers, en effet, de liberté publique et de droit au secret de professionnels et de sa santé qui sont existantes aujourd'hui. Donc, je comprends qu'on soit extrêmement prudent et, en tout cas, faire héberger ça. Là, voilà, c'est comme d'habitude, comme on n'a rien prévu, c'est la catastrophe. On fait héberger ça sur des serveurs privés avec toutes les problématiques et les dangers de perdre ces données et de les voir exploiter. Donc je comprends l'inquiétude.
Simplement, ça pose encore là la question d'un système informatique public qui serait basé sur du logiciel libre, qui ne serait pas dépendant de grandes sociétés. Et on a su le faire, hein. À une époque, on a mis l'éducation nationale sous Linux avant de repasser brillamment un contrat avec Microsoft. Bon, ben voilà, je l'aurais pas fait, mais c'est des choses assez désolantes. On a tout un tas de choses à retravailler. Moi, j'entends les inquiétudes, mais on va pas les retravailler là d'ici 48 heures avant le déconfinement, parce que c'est des retards démocratiques, des retards de décision politique qu'on a pris depuis des années. Mais enfin, il n'est pas trop tard, hein. Il va falloir changer tout ça, hein. Alors, une question d'André qui parle des visières et qui demande est-ce qu'elles ne pourraient pas être préconisées dans les crèches, chez les nounous, en école maternelle, pour que le cadre des échanges langagiers, l'apport des expressions du visage et les particularités du travail phonologique puissent continuer à se faire. Est-ce que c'est une bonne protection ? André est prof ou je sais pas. Non, mais c'est vrai que honnêtement, j'ai pas du tout réfléchi au sujet. Bon, ma problématique n'a pas été du tout les expressions du visage et les problèmes langagiers, mais après il a raison, évidemment que c'est compliqué pour des petits d'avoir des masques et les visières ça marche, hein. C'est déjà l'arrêt des gouttelettes et des protections. De toute façon, nous on les utilise. On utilise à peu près, vu qu'à un moment donné on n'avait pas grand chose, on a utilisé tout ce qui nous est tombé sous la main. Là, il y a des visières alors, qui nous sont arrivées de plein d'endroits, hein. Il y a des imprimantes en 3D qui nous ont fait des visières. Il y a le lycée Marie Curie à côté de chez nous, un lycée qui, par ailleurs, a une partie technique qui nous a fait des visières en plexi. Enfin, ça a été la débrouille totale quand même, hein, cette épidémie, mais avec toutes ces mobilisations qui sont quand même fabuleuses. Là aussi, s'il y a un truc en positif à retenir, c'est tous ces gens qui sont mis à faire des masques, à faire des visières, à se débrouiller pour apporter des moyens partout où c'était possible. D'ailleurs, aujourd'hui, on leur dit, bon, vos masques, faut faire des normes AFNOR dessus, eux pourront pas le faire. Là aussi, il y a peut-être une réflexion à avoir sur reconnaître le travail de ces gens et puis le rémunérer. D'ailleurs, je vois que là, tout le monde se met, des entreprises de tissus se mettent à faire des masques, mais pourquoi on les a pas mobilisés dès le début pour les faire, quoi? Là encore, hein, c'est un laisser-aller, le marché réglera. Ben non, il n'a pas réglé, quoi. Et là encore, on l'a pas fait. Pour revenir à la question, les visières, oui, je pense que c'est une bonne idée. Ça permettrait en effet de ne pas se retrouver dans des classes avec des tout petits, tout le monde masqué, quoi. Enfin, c'est des classes de socialisation, hein, quand même, hein. On leur apprend le contact à l'autre. Bah, là, c'est sûr que entre les gestes barrières et les masques, d'ailleurs, c'est pour ça que je vois pas trop l'intérêt de remettre les enfants sur la maternelle, alors que c'est le moment où on leur apprend à vivre en société. Là, on va leur apprendre la défiance. C'est assez terrible. Alors, Mireille qui nous dit en tant qu'aide à domicile, mettre les mêmes gants pendant 1 à 2 heures n'est-il pas dangereux ? Ne vaudrait-il pas mieux se servir du gel ? Nos moyens sont faibles, tout comme nos blouses, à savoir que j'en ai 2 par jour. Voilà, si ce n'est les tabliers plastiques. Bon, encore la question de la pénurie de moyens. Oui, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions de façon précise, mais en effet, les gants, ce sont des faux amis, hein. On a le sentiment d'être protégé, sauf que si on touche un patient puis un autre, on passe le virus. Si on se touche soi-même, on se passe le virus. Et les gants, du gel hydroalcoolique dessus, c'est pas génial du tout. Mieux vaut avoir les logiques de se laver les mains. Parce que déjà, au-delà du gel hydroalcoolique, la première chose, c'est de l'eau et du savon. Le gel hydroalcoolique, quand on n'a pas de point d'eau, évidemment, mais de l'eau et du savon. Ça marche bien quand même, hein, ça. Si on fait un bon lavage des mains, c'est réglé. Mais vraiment, les gants, ça reste des choses qu'on utilise sur des patients contaminés qu'on jette après. Moi, je vois les gens passer en supermarché avec des gants, l'impression que ça va aller. J'ai vu, hein, quand ils font les courses, alors, je ne vais pas les choper pour leur dire, mais ils font plein d'erreurs. Enfin, c'est assez terrible. Il y a même des gens qui n'arrivent pas à voir leur sac plastique, qui vont lécher leur gants pour voir le sac plastique. Enfin, on est sur des choses complètement hallucinantes, hein. Donc, ce sont vraiment des faux amis. Je pense que autant le masque, voilà, c'est évident. Les visières, c'est une logique à laquelle je n'avais pas pensé pour les enfants, mais c'est très bien. Les masques, non. Les gants, pardon, non. Les gants, non. Alors, sur les masques, toujours, une question de Pascal qui dit « Ma mère a distribué des masques en tissu. Sont-ils toujours efficaces ?» Les masques en tissu. Je ne sais pas.
Non, mais là, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Je ne sais pas comment sont faits ces masques. C'est ça la problématique, c'est que oui, ça a été des grands éléments de solidarité, et en même temps, alors c'est mieux que rien quand on n'a rien. Si on commence à avoir des masques dont on est sûr de l'efficacité, mieux vaut privilégier cela. Il y a des masques en tissu qui ont été faits, qui étaient purement décoratifs, c'est-à-dire que c'était une vague, une trame de tissu, ça sert à rien. D'autres qui étaient extrêmement solides, avec de l'épaisseur qui empêchait les gouttelettes de passer, cela fonctionnait. Mais c'est pas moi qui vais pouvoir répondre à la question sur chaque masque. Hein. Et puis on a une norme pour ça. Moi, j'aimerais qu'elle soit étendue gratuitement à ceux qui ont déjà commencé à faire des masques pour donner des obligations sur la qualité du masque, mais pouvoir valider, quoi, parce que là, on n'a plus que les grandes entreprises qui peuvent se payer une certification. C'est la norme AFNOR dont vous parlez. Pascal, peut-être on peut finir d'ailleurs avec cette question qui repose la question, hein, les revendications des personnels de santé avant l'épidémie ont-elles abouti ? Non. C'est brutal. Non. On a évidemment des moyens qui sont arrivés dans le cadre de l'épidémie. On a mis des sous parce que il fallait, même si parfois on les a mis de façon aberrante, hein, on n'a pas oublié les respirateurs commandés à grand renfort de publicité pour découvrir que finalement ils avaient mis 1500 respirateurs de transport qui ne sont pas adaptés à la ventilation des salons de stress respiratoire aigu et qu'il n'y en a que 1500 qui sont des respirateurs de réa. Il y a eu des choses comme ça, il y a eu de la réserve sanitaire, ça a coûté des sous de venir nous renforcer, enfin voilà. Mais fondamentalement, la logique reste la même. Alors je le disais tout à l'heure avec cette logique de retour de la rentabilité plus que de l'efficacité. La logique, ça doit être l'efficacité pour l'argent public. C'est-à-dire qu'on ne cache pas de l'argent public, on le met là où c'est efficace, mais par contre, l'idée, c'est pas d'essayer d'en faire quelque chose de rentable comme une entreprise privée. C'est vraiment de répondre à des besoins humains. Donc on n'est pas, on n'a pas les mêmes logiques qu'aujourd'hui le ministère de la Santé. Et puis, la seconde chose, c'est qu'il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et là, on donne des primes. Moi, ça me fait vraiment ce sentiment de jouer à la roulette et de laisser le jeton pour le personnel. Je suis pas joueur de casino, mais voilà, on l'a tous vu dans les films pour le personnel. C'est pas ça qu'on demande, hein. C'est pas la petite gratification à la sortie de la crise. C'est juste une rémunération juste de ces métiers, particulièrement des métiers les plus mal payés dans la santé, brancardier, aide-soignant, ASH, infirmière. Enfin, ce sont des métiers, c'est minable les paies qui leur sont données dans le service public. Il faut le revaloriser de façon massive. C'est pas je vous donne une prime une fois qui comptera d'ailleurs pas pour avoir votre retraite à l'avenir. Et ces gens vont avoir besoin de moyens tous les mois pour vivre, parce que aujourd'hui c'est très très compliqué et c'est pas reconnu du tout à sa juste valeur. Et puis après, je le disais, au-delà, les moyens restent fondamentaux. Il faut complètement réviser les dépenses qu'on fait collectivement pour la santé, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, mais il faut réviser aussi comment on gère un hôpital, comment on gère la sécurité sociale, remettre de la démocratie dans tout ça. Je le disais, on ne peut pas continuer avec une gestion totalement pyramidale, avec les élus exclus, les élus locaux. Avant, ils avaient un rôle. On n'aurait pas fermé ici une maternité si on avait toujours des conseils d'administration avec des élus qui auraient dit non, on fait un peu de maternité alors que la population en a besoin. Aujourd'hui, ils ont regardé au conseil de surveillance, on dit non. Alors il dit oui, voilà, vous avez donné votre avis, mais il n'est pas contraignant. Maintenant, c'est juste un avis, donc on décide contre vous, sans vous, et on doit arrêter ça. On nous a souvent dit, oui, mais les élus sont bloquants. Heureusement qu'ils sont bloquants. Ils donnent l'avis des populations quand les choses sont faites contre elles, ils sont bloquants, c'est leur boulot. Et ils ont raison de le faire. Qui bloquent nos administrations, qu'ils n'hésitent pas. C'est ça qu'ils doivent faire. Parce qu'on doit être le reflet des besoins des populations et pas appliquer bêtement des logiques technocratiques inspirées par l'entreprise rentable, quoi. Alors, comment le citoyen peut agir dans ce sens-là à partir de maintenant, à partir de lundi ? Quel soutien, au-delà des applaudissements, quel soutien demandez-vous ? Alors, ça va être un peu compliqué quand même à partir de lundi parce que on n'a toujours pas la capacité à se réunir de façon importante, on n'a pas la capacité à manifester, mais je pense que la première chose, ça va être
de relancer les assemblées citoyennes. Moi, je reprends le modèle de ce qu'on a pu faire dans des partis politiques, dans les syndicats et dans le mouvement des Gilets jaunes, de se mettre un peu en tas et de refaire le monde. Alors, ça peut paraître un peu beatnik, mais c'est des fois quand même, il y a besoin de rééchanger parce que ces débats qu'on doit avoir aujourd'hui ne sont pas portés par les grands médias. Ils sont portés parfois un peu par les réseaux sociaux, mais avec plein de dérapages, je trouve. Enfin, ça prend des fois des proportions où on n'a plus de débat, quoi. Mais remettre des gens les uns en face des autres, discuter. Moi, je l'ai déjà fait de participer à ce type d'assemblée citoyenne. Je le referai avec grand plaisir. On est nombreux à faire ça. Et puis essayer de se construire du collectif, réfléchir à des propositions, à des solutions collectives. Moi, j'ai des propositions à faire, j'ai des choses à dire. On est nombreux comme ça. Les miennes sont peut-être pas parfaites et pas les meilleures. Si on se met autour d'une table, en général, on arrive quand même à aiguiser un petit peu et puis à dessiner des choses qu'on peut construire ensemble et qui vont être meilleures à 10 têtes qu'à une, quoi, tout simplement. Donc déjà, c'est ça, relancer ces débats. Les mouvements politiques et les organisations syndicales ont un rôle important. Les mouvements associatifs ont un rôle important. Mais c'est des grands états généraux, alors au-delà de la santé, c'est des grands états généraux de la société dont on a besoin. Mais sur la santé, faisons ça. Et puis, demandons-le en application. Et si ça ne se fait pas, et ça ne se fera pas simplement, parce qu'on voit bien, même avec une crise comme ça, ils ne reviennent pas sur leur logique délétère, ça veut dire là du rapport de force. Les manifestations ne s'organiseront pas juste là, ne s'organiseront pas en été, parce que voilà, on est toujours sur la crise sanitaire. Par contre, voilà, on va revenir dans la rue à un moment donné. Et moi, je suis bon pour utiliser tout, de la rue aux urnes. On a aussi des élections qui vont avoir lieu, puisque pour l'instant, les élections municipales sont en stand-by. Il y aura aussi des choses à dire, à exprimer à ce moment-là. Et puis, il y aura des élections départementales, régionales. Enfin voilà, je suis pour que tous ces moments électoraux, ces moments de lutte, permettent de porter le débat. Parce que moi, quand je vote, je suis pas juste là pour élire un type, je suis nénette. Je suis là pour porter des idées aussi par un vote. Et il faut qu'on retrouve ce sens de la construction collective, y compris au travers des élections. Et s'informer, et je le rappelle, vous avez accès sur humanité.fr à tous les contenus, les articles, les enquêtes tournant autour du Covid-19, mais aussi la crise hospitalière. Actuellement, pour moins de 2,50 € par semaine, c'est une offre d'abonnement, vous pourrez avoir beaucoup d'informations. Et on rappelle aussi la pétition en ligne pour des masques gratuits. Signez la pétition, faites-la tourner. Voilà, merci beaucoup Loïc Penn pour toutes ces explications, à nouveau très claires. On se retrouve bientôt lors d'une prochaine garde, certainement. Ouais, là, j'ai plus de garde ce mois-ci. Là, je vais être plus sur d'autres activités en milieu pénitentiaire. Et puis voilà. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on fera le prochain live, mais bon, je reste disponible. Là, par contre, il est temps d'aller coucher. Bon, reposez-vous bien. On rappelle que vous sortez de 24 heures de garde à l'hôpital de Creil dans l'Oise. Donc, bon repos et à très bientôt. Et merci à tous d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas évidemment à le partager. Il est consultable sur la page de l'UMA, sur humanité.fr, aussi sur YouTube. Et puis, vous pourrez le retrouver également sur Facebook. Voilà, beaucoup d'explications pendant 40 minutes. Pour ceux qui ont pris le live en cours, vous pouvez le réécouter. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été donnés depuis le début de ce live. Merci à tous, merci Loïc Penn et à très bientôt. Au revoir.